Bien, nous avons le plaisir d'accueillir Claude de la Génardière. Vous exercez la psychanalyse. Vous travaillez aussi avec des personnels soignants en soins palliatifs. Vous avez été chargé de cours à l'université. Alors, dans le domaine des comptes, ça vous tient beaucoup à cœur, et de la fonction, depuis ce que nous en disent les ethnologues jusqu'aux usages actuels dans nos sociétés, donc usage dans l'écriture, dans le cinéma, dans le numérique, mais plus particulièrement en ce qui concerne ce que nous en faisons, nous, en tant qu'adultes. Ces contes pour enfants, comment nous, on les vit en tant qu'adultes. Votre ouvrage le plus récent est Rue Freud, publié chez Hermann en 2013, qui s'accompagne d'un blog du même nom. Auparavant, vous aviez publié encore un conte, Le Petit Chaperon Rouge à l'usage des adultes, chez Harmattan, en 1996, 7 familles à abattre, Seuil en 2000, Parenté à la renverse, PUF 2003, et de nombreux articles, différentes revues. Je cite simplement Faire part d'enfance en vivant familial en 2001, et il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je vous donne la parole. Je vais commencer peut-être par parler du titre de mon intervention, parce que quand Marie-Laure Dion m'a proposé d'intervenir dans cette journée, j'ai commencé par lui dire que je n'étais vraiment pas la bonne personne et que je travaillais sur Bion et que, bon, peut-être il y avait moyen de trouver des liens éventuellement entre le thème de la journée et le travail de Bion. Notamment dans cette espèce de grand écart qu'il fait entre son souci de formalisation de la psychanalyse et en même temps son rapport continu à l'expérience et son rappel continu qu'il fait de la nécessité d'ancrer la théorisation dans l'expérience de la psychanalyse. Et donc on est parti là-dessus, sur un titre qui n'est pas très intéressant, Entre l'expérience de la psychanalyse et les discours sur elle, les défis de Bion et de quelques autres. Cette phrase, elle est issue de Bion, puisqu'il nous rappelle ça continuellement, qu'il faudrait faire la différence entre parler de la psychanalyse, comme on fait tous comme ça, plus ou moins aisément, et puis l'expérience elle-même de la psychanalyse. Et ça pose déjà toutes les questions de les problèmes qu'il a rencontrés et qu'il a essayé de traiter dans l'écriture qu'il a proposée, les écritures qu'il a proposées de l'expérience psychanalytique. Bon, mais aujourd'hui, je pourrais avoir envie de donner des titres plus métaphoriques. Par exemple, il y a une des préfaces, je crois que c'est la préface à Pensée sauvage, Pensée apprivoisée, où le préfacier parle de Bion comme d'un poète de la psychanalyse. Je trouve que ça résume assez bien sa démarche. Mais finalement, le titre que je choisirais plutôt aujourd'hui, c'est en référence au travail de Jean-Max Godillère, par lequel j'ai eu accès à Bion en grande partie, lors de son séminaire à l'UHESS avec Françoise Avoine. Il nous a parlé notamment beaucoup du temps, du temps immobilisé, fixé dans le trauma, du temps arrêté du trauma, et notamment, il nous a parlé des tremblements du temps. Et au fond, je dirais bien aujourd'hui quelque chose du côté des tremblements du temps depuis Bion jusqu'à aujourd'hui. Alors, quel lien apparemment un peu acrobatique à faire entre les questions qu'on s'est posées là toute la journée et le travail de Bion? C'est d'abord plutôt par l'intermédiaire de ce que moi j'ai rencontré en lisant Bion, c'est-à-dire que c'est pas du tout exhaustif, je ne vais pas faire non plus un exposé sur Bion, je ne suis pas une spécialiste de Bion non plus, simplement j'ai rencontré son travail plutôt sur le tard, c'est-à-dire ça date de quelques années, alors que les Freud, les Winnicott et compagnie, on les a dans nos bagages depuis longtemps en général. Bion, c'est plus récent parce qu'il était quand même relativement peu traduit en français. Et maintenant, il y a beaucoup de traductions, et donc on a un aperçu beaucoup plus global de son travail, de l'évolution de ses thématiques et de ses diversités d'écriture. Un petit peu comme avec Freud, hein, c'est-à-dire quand on lit Freud dans l'ensemble, on a des types d'écriture extrêmement divers. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes de l'écriture de Freud, dont Janine Actignan qui est là, je pense aussi à Monique Schneider, qui ont vraiment bien montré
comment l'écriture de Freud est diverse et comment elle parle de différentes choses, comment elle se modifie selon ce dont elle parle. Alors chez Bion c'est pareil, c'est-à-dire qu'il part de textes extrêmement ardus à lire quand même. Si on en lit qu'un ou deux au début, c'est peut-être pas très encourageant. Et ça vaut vraiment la peine de persévérer parce que quand on a un aperçu plus global de ce qu'il a cherché à dire et à mettre en forme, ça devient beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus en mouvement que ce qu'on peut percevoir avec juste la lecture d'un livre par exemple. Alors, ce qui m'a incité à quand même dire oui à cette intervention, c'est que je ne connais rien, presque rien aux algorithmes et que j'ai trouvé un peu étonnant d'être sollicitée dans une journée où il était question de ça beaucoup. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de m'y mettre. Après tout, en tant que psychanalyste, on devrait être accueillant à toutes ces occasions d'ouvrir un peu nos horizons à d'autres disciplines, à d'autres recherches. C'est difficile à faire, c'est exigeant, ça demande du temps, de la persévérance. Et Bion était quelqu'un qui savait faire ça. Bon, c'est une dimension évidemment de personnalité, d'envergure, mais à notre petite mesure, on peut essayer de le faire. Et au fond, ça m'a rappelé ce à quoi j'ai été confrontée au début de ma pratique de psychanalyste, que j'ai commencé à un âge avancé aussi. C'était que je commençais à m'intéresser aux fantasmes que j'entendais de la part des patients un tout petit peu déjà, mais aussi à tous ceux qui sont exprimés par les créateurs, par exemple, au cinéma et ailleurs. Et il y avait des choses dont je voyais bien que j'avais envie de me détourner et pas du tout envie de m'y intéresser. Et je me disais, mais en tant que psychanalyste, j'ai quand même, si je veux exercer ce métier, une exigence éthique à avoir, de m'intéresser quand même à tout ce que la vie psychique est capable de produire, même ce qui me dérange. Voilà, et bien avec les algorithmes, j'ai essayé de faire pareil, à ma petite mesure. Et donc il y a des éléments qui m'ont particulièrement fait associer sur des problématiques que Bion me paraît avoir abordées d'une façon tellement originale, voilà, que je vais vous en dire 2-3 exemples qui m'ont frappé. Bon, il avait un grand souci, Bion, d'une méthode, de trouver une méthode scientifique pour parler de la psychanalyse, et notamment en nous rappelant l'importance de la communication dans le domaine scientifique. La communication au niveau de la méthode scientifique. Et il trouvait qu'en tant que psychanalyste, on n'était pas très doué là-dessus, et peu soucieux de nos façons de communiquer. Or, quand il parle de la communication, il a à l'esprit aussi bien ce que l'analyste communique à son patient, que ce que nous communiquons entre pairs, que des communications de l'analyste avec lui-même dans les notes qu'il prend après les séances, tous ces types de mise en forme de ce qui se passe dans une séance d'analyse. Et il a donc égrené petit à petit un certain nombre de nécessités à respecter pour tenter de communiquer à d'autres quelque chose qui se passe dans le cœur d'une séance d'analyse et qui est donc si peu communicable par essence. Alors tout ça faisait écho pour moi beaucoup à des questions que je me suis posées notamment dans le dernier livre, Rue Freud. En effet, comment faire pour écrire notre expérience de la psychanalyse sans cliver continuellement théorie et clinique, ou sans cliver, comme le dit Bion, théorisation et expérience. Il n'arrête pas de parler de l'expérience psychanalytique. Et c'est quelque chose qui m'a donné envie de poursuivre la lecture de Bion, parce que là, on était enfin dans une tentative de ne pas faire de la théorisation juste un travail intellectuel, coupé de l'expérience, mais au contraire, d'essayer de garder un pied dans les deux dimensions sans arrêt, ce qui est extrêmement difficile, mais enfin que lui, je trouve, a souvent réussi, ou a peut-être même réussi tout le temps, je ne sais pas. Dans nos façons aussi de parler de la psychanalyse, nous risquons toujours à vouloir mettre les choses en forme,
apprendre une forme de discours dans la maîtrise qui finalement ne rend plus du tout compte de l'inconscient, de ce avec quoi on travaille dans le cœur d'une analyse, avec l'inconscient, avec l'inconnaissable aussi, avec ce qui nous dépasse, avec le réel. Donc, comment trouver des formes d'écriture qui ne perdent pas ça de vue, même si on n'est pas écrivain? Bon, c'est des questions insolubles. Mais les avoir à l'esprit, c'est déjà important. On a aussi un autre clivage, je trouve, qui est très, très prégnant et difficile à dépasser. Par exemple, les modèles médicaux d'écriture, le médecin, le patient. On a quand même beaucoup gardé ça dans nos écrits de psychanalystes. Même si on dit l'analysant et l'analyste, on est souvent dans un truc à deux partenaires. Et malgré toutes les tentatives de formalisation et les rappels faits par les grands penseurs de la psychanalyse, on est souvent, malgré nous, remis dans une dualité, l'analyste, l'analysant, et on perd la mobilité de ce registre. Le modèle universitaire aussi est très prégnant dans nos façons de parler de la psychanalyse, et on ne voit pas pourquoi ça devrait être ce modèle-là qui devrait être dominant. Alors, dans la façon dont Bion travaille, qui consiste à essayer de donner une théorie de l'appareil à penser, on voit bien déjà qu'il a bien à l'esprit comment se constitue cet appareil depuis la naissance, la façon dont nous l'utilisons dans notre vie de psychanalyste, mais dans notre vie courante, de la façon dont l'analysant l'utilise dans les séances. C'est quelque chose qui va concerner tous les niveaux de la capacité de pensée humaine, et puis de l'analyste parmi tout ça. Et il a élaboré des concepts. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ces concepts sont extrêmement mobiles, cherchent à formaliser ce qui se transforme et ce qui est le mouvement psychique dans l'analyse, et non pas des formules closes. Et c'est d'ailleurs une des choses qui m'avait frappé dans la pensée algorithmique, dans ce que j'en ai un tout petit peu découvert, c'est que c'est pas les algorithmes, c'est pas à penser juste comme des formules mathématiques closes, c'est des processus algorithmiques. Donc on est dans un champ de transformation, de potentialité, de conclusions les plus adéquates possibles, mais qui ne sont pas closes, justement. Et les concepts qu'a cherché à formaliser Bion sont souvent des concepts à prendre dans le mouvement. Par exemple, la perspective réversible, les changements de vertex, toutes ces choses-là qui sont des mouvements psychiques. Et par exemple, quand j'ai découvert l'affaire des changements de vertex, tout de suite ça a fait écho pour moi à une expérience au cours d'une séance d'une patiente qui était en analyse depuis longtemps, qui avait souvent fait référence à un souvenir d'enfance qui lui pesait, qui était le moment où elle allait à l'école le matin en tant qu'enfant. Elle descendait de l'immeuble et arrivée en bas, il y avait une convention entre elle et sa mère, qu'elle se retourne et la mère lui faisait au revoir par la fenêtre. Bon, elle est souvent revenue là-dessus, mais pour évoquer surtout le poids, l'emprise de sa mère sur elle et la difficulté pour elle de se dégager de ça. Et un jour, à un moment un peu avancé de son analyse, la chose a fait que j'ai pu lui renvoyer, mais je pense que je l'avais fait avant, j'ai pu lui dire, mais vous retourniez. Donc elle y était pour quelque chose dans le processus. Il se trouve qu'à ce moment-là, ça a fait tilt pour elle. Et est-ce que je l'avais dit avant ou pas, j'en sais rien, mais ce jour-là, elle a entendu qu'elle pouvait retourner la situation, la regarder autrement. Et bien là, c'était peut-être le fruit de toutes les années d'analyse qui précédaient, et ça a changé vraiment quelque chose pour elle. Ça a été un tournant d'analyse tout à fait important. Et je trouve que c'est un exemple, comme on en a parfois, qui est très simple à comprendre. Vu de l'extérieur, ça peut même paraître un peu simpliste. N'empêche que de l'intérieur, quand vous avez avec vous quelqu'un qui saisit enfin la chose, ou que vous avez pu enfin l'envoyer au bon moment, c'est une source d'émotion énorme. Et ça, transcrire ça, écrire ça, c'est très très difficile. Alors, dans les titres d'ailleurs des livres de Bion, il y a des titres qui sont percutants. Transformation, on n'est pas dans un truc statique.
aux sources de l'expérience. Hein. C'est vraiment, tout ça est du même ordre. Et je peux donner peut-être un ou deux exemples de ces formulations, notamment dans certains de ces livres qui ont été publiés de façon posthume, qui étaient par exemple, les cogitations, c'est des notes qu'il a prises tout au long de son expérience, qui ont été rassemblées après coup, et où on voit comment ses formulations, ses théories sont modifiables par lui-même au fur et à mesure, les questions que ça lui pose, etc. Et notamment, il était toujours en interrogation sur l'effet de ces formulations sur ceux à qui il s'adressait. Il avait le souci de faire passer quelque chose à ses pairs, et non pas de rester enfermé dans ses trucs tout seul. Et par exemple, dans Cogitation, il dit à un moment « J'espère vraiment que les points que je soulève pourront aider les psychanalystes à se penser eux-mêmes en contact plus étroit avec l'expérience psychanalytique. » Donc la visée, c'est pas de nous faire répéter les concepts de Dion comme il reprochait aux Kleiniens de répéter les concepts de Mélanie Klein, mais que sa parole, ses propositions renvoient les analystes à leur propre expérience d'analyse. Et sur un autre plan, par rapport à la façon dont nous communiquons notre expérience, il nous dit aussi, par exemple, et ça c'est dans Mémoire du futur, je vais vous en dire un mot de ce livre tout à l'heure, les psychanalystes doivent être prudents quant à leur revendication de la vérité scientifique. Le plus près que le couple psychanalytique se rapproche d'un fait, c'est quand l'un ou l'autre éprouve un sentiment. Communiquer ce fait à quelqu'un d'autre est une tâche qui a défié scientifiques, saints, poètes et philosophes depuis que l'espèce humaine existe. Alors ça aussi, ça nous met en relation avec le fait que Bion était sans arrêt traversé par la création, les productions d'autrui, la science, la mythologie, et il était sans arrêt en train de se baigner de tout ça, de s'en imprégner, d'aller chercher les découvertes scientifiques, et il pense avec tout ça tout autant qu'avec son expérience de psychanalyste. Et il a des exigences scientifiques par rapport à notre utilisation du langage extrêmement poussées, et je vous en donne encore un exemple pris dans Mémoire du futur, qui est un texte où il y a beaucoup d'humour et de folie. Quand j'ai essayé d'utiliser des termes sans signification, hein, comme on disait ce matin à propos des termes mathématiques, alors chez Bion c'est alpha et bêta par exemple, j'ai trouvé que les concepts sans intuition qui sont vides et les intuitions sans concept qui sont aveugles devenaient rapidement des trous noirs où la turbulence s'était infiltrée et où les concepts vides étaient submergés par une signification débridée. Alors ça c'est une phrase qu'il écrit dans Mémoire du futur, c'est-à-dire à la fin de sa vie, c'est-à-dire au moment où il a quitté l'Angleterre, où il étouffait complètement dans l'institution analytique anglaise et où il a pris la poudre d'escampette vers les États-Unis et il a commencé à donner des séminaires partout. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire Mémoire du futur. Et Mémoire du futur, c'est un texte, on a dit de lui qu'il était complètement fou, mais on le disait déjà avant, et c'est un texte de dialogue, ce sont des dialogues entre différents personnages, dont on peut se dire que ce sont différentes instances psychiques en conflit les unes avec les autres, dans lesquelles il y a des personnages qui ont des noms, mais il y a aussi le psychanalyste, il y a aussi Bion, il y a aussi moi-même, et tous ces personnages-là sont dans un conflit permanent, ou alors vont dormir, ou alors racontent le rêve qu'ils viennent de faire, et au fur et à mesure, on a des formulations sur ce que le psychanalyste prétend, là au milieu de tout ça, puis il se fait dézinguer par l'autre qui dit mais c'est complètement absurde. Et donc Bion se moque beaucoup de lui-même aussi. Sans doute il peut le faire parce qu'il est en fin de parcours et il a toute une expérience qui le lui permet, mais au fond il n'a pas cessé de le faire au fur et à mesure de ses écrits plus formels, et ça lui a valu à la fois beaucoup de respect mais à la fois beaucoup de rejet.
parce que c'était un homme bien encombrant pour être capable d'aller fouiner partout pour essayer de parler de la psychanalyse. Alors, ce qui m'a semblé faire lien entre Bion et les questions posées par les algorithmes, c'est plusieurs choses. Je vais essayer de réduire un peu, mais concernant le temps. On voit, il me semble qu'on voit dans l'utilisation des algorithmes une façon, notamment dans la capacité prédictive utilisée en permanence, une façon de nous inviter à être sans arrêt dans ce qui est supposé arriver bientôt, et donc à être non plus dans un vrai présent puisqu'on est sans arrêt projeté en avant, et puis en même temps couper un peu du passé parce que toutes les données qui ont servi à élaborer des algorithmes permettant de déduire telle et telle conséquence sur l'avenir, toutes les données, elles ont été recueillies selon certaines modalités, avec certains critères, qu'on oublie complètement dans les conclusions données, dans les conclusions algorithmiques données avec les résultats de l'accumulation de ces données, de leur mise en relation. Et donc, on a des résultats qui paraissent assez scientifiquement vrais et qui, en fait, ont fait l'économie de tout le contexte qui a permis de recueillir ces données. Et dans ce contexte, il y a évidemment beaucoup d'éléments de réponse aux questions qu'on se posait, mais elles ne sont pas prises en compte. Et donc, dans ce rapport au temps, on a une espèce de temps immobile, ni passé, ni n'intégrant le passé, ni vraiment présent, et projeté dans un futur qui se voudrait déjà présent. On fait l'économie du temps pour aller vers ce futur, du coup on fait l'économie de l'expérience qui nous permettrait de déduire qu'éventuellement plus tard, on risque de, par exemple, de voter machin plus que truc, mais aussi, par exemple, de se passer de telle ou telle capacité humaine et de faire ces choses-là par des machines, etc. Donc ça produit du meilleur comme du pire, mais en tout cas, ça produit un rapport au temps qui est bouleversé. Et on n'a plus le temps de rien, comme on disait ce matin, on n'a plus le temps de penser. Et cette question-là du temps, Bion l'a complètement intégrée dans ses recherches, notamment à cause du travail sur le trauma. Bion a fait la guerre à 18 ans, la guerre de 14. Il a essayé de décrire un journal au fur et à mesure de cette guerre dans l'idée d'en communiquer quelque chose à ses parents, puis il l'a perdu, il l'a réécrit, et puis finalement ce texte s'est trouvé modifié encore, et finalement ce texte est publié beaucoup plus tard, Les souvenirs de guerre, mais avec une part des souvenirs réécrits, et puis une part de commentaires qu'il fait, je ne sais pas combien, 30 ans après, en modifiant un petit peu, en se mettant là aussi à deux personnes, Bion moi-même, et en essayant de parler à la fois ce qu'il vivait à l'époque et ce qu'il dirait maintenant. Et puis ensuite, il y a encore d'autres données dans les mémoires du futur, dans les souvenirs de guerre, dans les mémoires de guerre, pardon. Et cette expérience traumatique et d'écriture du trauma, il en parle presque pas dans ses écrits au fur et à mesure, dans ses écrits théoriques, mais dans Mémoire du futur, ça traverse tout le temps. Et on voit bien dans Mémoire du futur, Mémoire du futur, combien son rapport psychique au temps est bouleversé par le trauma, par l'expérience traumatique qui vient faire irruption dans le réel qui se déroule, fragmenter complètement le temps en cours, et sans crier gare, amener un souvenir, une discussion entre deux soldats, quelque chose qui est complètement coupé de ce dans quoi on était au moment présent. Et Mémoire du futur, c'est un texte énorme pour lequel je me suis dit, là je m'y coltine. Grâce notamment au séminaire de Jean-Mathieu d'hier, qui était nourri beaucoup de la pensée de Bion, qu'il a été de plus en plus au fur et à mesure de sa maladie, notamment de son expérience de l'hospitalisation, de la réanimation, du rapport psychique, de la vie psychique là-dedans. Et ce que j'ai trouvé remarquable chez Jean-Marc Debillère, c'est qu'il s'est approprié complètement la pensée de Bion. Il en a fait autre chose à sa façon, au lieu de répéter la pensée de Bion et tout ça.
Et en fait, son souci, en tout cas dans les années où moi j'étais au séminaire, c'est-à-dire les 10 dernières années, en gros, c'est l'écriture du trauma qui a été vraiment l'axe pour Jean-Max, et en s'appuyant sur des romans, sur des artistes peintres, etc. Et il nous a reformulé des choses concernant le temps arrêté du trauma, qui étaient tout à fait saisissantes, et qui, moi, m'ont renvoyé à ce que j'avais commencé timidement à travailler, avec, par exemple, la femme de Lot, cette figure de personnage pétrifié, pour avoir osé transgresser l'interdit de se tourner derrière elle. Et ça m'a fait rebondir sur ce que j'avais commencé à travailler avant, et peut-être que je vais poursuivre du coup, sur La Belle au Bois dormant, avec une scène quand même de temps arrêté au milieu du conte, qui est saisissante. Tout d'un coup on s'arrête, puis on arrive 100 ans après, l'impasse là des 100 ans, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça met en scène ce conte? C'est quand même extraordinaire. Et j'avais jamais, ou dans les premiers temps où je travaillais le conte, à l'époque de l'université, tout ça, j'avais jamais pensé La Belle au Bois dormant sous cet angle-là, évidemment. Donc ça a bouleversé ma façon de l'envisager. Et c'est effectivement une façon de regarder les contes et les mythes que de regarder ces figures d'arrêt du temps. Et finalement, il y en a plein. J'en suis où par rapport au temps? C'est tellement passionnant. Oui, alors encore un petit point. Jean, je peux prendre encore? Oui, oui. Ce qui était très important dans le séminaire de Baudelaire et Pantagruel, c'est la façon dont ils ont repris dans le travail avec les psychoses, le siècle, le trauma, et ça tourne ensemble, la nécessité de sortir d'une logique de la causalité. Or, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Et pour sortir de ça, en effet, ils nous ont emmenés, notamment à travers les romans, les grandes œuvres romanesques, dans la façon dont les romanciers sont capables parfois de nous faire traverser des formes d'écriture qui ne suivent pas du tout une logique narrative et qui nous obligent à faire l'effort d'accepter d'être transportés ici et là sans savoir les liens de causalité d'une part du récit à l'autre. Si on accepte d'être transporté comme avec Mémoire du futur, on découvre beaucoup de choses, mais c'est très exigeant pour le lecteur. Et là, on retrouve bien ce que Bion a essayé de nous faire passer, avec son terme d'expérience. Il parle tout le temps d'expérience psychanalytique, mais il parle aussi d'expérience émotionnelle, et il parle aussi d'expérience de lecture. C'est-à-dire que le lecteur doit aussi accepter de vivre une expérience en lisant ces textes. Et il y a une lettre de Bion à son fils qui se plaignait que les profs cherchent à rentrer dans la tête des élèves les notions qu'ils veulent faire passer. Et il lui répond en lui disant mais combien c'est difficile de, je ne sais plus la citation exacte, mais enfin de faire saisir que certains livres, il ne s'agit pas de les lire, mais d'en faire l'expérience de la lecture. Et ça, je trouve, ça nous remet sans arrêt au cœur de ce qui nous incombe à nous, qu'on soit analyste, analysant, lecteur, écrivain. Notre responsabilité dans ce qu'on fait passer de la psychanalyse, en essayant de s'exposer à quelque chose qu'on ne sait pas encore au moment où on va le dire, au moment où on va l'écrire, et qui est lié à notre capacité, sur laquelle il insiste tout le temps, à nous mettre au présent de ce qui se vit dans la séance. Oublier notre savoir, oublier tout ce qu'on sait déjà du patient, tout ce qu'on nous a dit dans les dossiers, tout ce qu'on est supposé avoir déjà en tête, pour se mettre au présent de ce qu'il a, de ce qui se passe, du silence, des gestes, de ce qui ne se regarde pas. Et ça ressemble à des choses que Lacan aussi a travaillé à la même époque. Ils étaient contemporains. Ils ont bien cherché des choses similaires sur certains points, mais j'ai trouvé pour ma part que dans la lecture de Bion, finalement les artistes, les créateurs en disent beaucoup pour notre expérience, je trouve, et pour renouveler un peu nos façons d'en parler. J'ai eu l'occasion récemment d'aller à un débat au Théâtre de la Colline, ce théâtre qui est actuellement dirigé par Wajdi Mouawad, le metteur en scène libanais. Vous voyez déjà, si vous ne connaissez pas l'univers duquel il vient.
Et ils avaient donc prévu un débat sur à quoi bon des poètes en temps de détresse. C'est une phrase qui est tirée de la vie. Donc il y avait des personnalités, des penseurs, des philosophes, celles dont on a parlé tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, enfin bref, c'est pas grave. Donc des personnalités importantes qui ont dit des choses importantes. N'empêche que quand on a vu les pièces de Wajdi Mouawad, dont par exemple celle qui va être donnée au mois de mars et que je vous invite à courir voir, Les larmes d'Oedipe, on a là un créateur, il y en a d'autres évidemment, mais qui est capable de synthétiser dans une création l'héritage des Grecs, la guerre au Liban, son expérience de la psychanalyse, ce qu'il a vécu avec la troupe avec laquelle il montait la pièce, son rapport à l'informatique, la situation en Grèce aujourd'hui, et tout ça est dans la pièce, et tout ça est harmonisé dans une forme très épurée. Il n'y a pas du tout 50 trucs qui vous font du bluff et du l'esbrouf dans tous les sens. C'est très simple, il y a la parole, il y a l'actualité, on est dans le monde, dans l'espace-temps, à la fois du présent, du passé et le futur, elle a bien proposé. Et je trouve ça en dit tellement plus que nos dialogues un peu mondains, que finalement on a intérêt à aller voir très vite ces artistes-là. Voilà. Merci à vous. Ça vous posait beaucoup de choses. Il m'a semblé que le fil conducteur, c'était le temps, quand même, dans ce que vous disiez. Quand il y a plus de passé et qu'on ne peut pas se projeter dans le futur, c'est terrible. Quand les concepts sont figés, c'est une abomination. Alors Bion insiste beaucoup là-dessus. Il faut partir de ses émotions, pas de ce qu'on sait, il faut partir de nos sensations pour faire un travail en mouvement. On est dans un processus, on n'est pas dans une schématisation de quoi que ce soit. Là, il se situe sans doute dans la lignée d'autres psychanalystes, hein, que ce soit Ferenczi avec son processus de perlaboration, Anzieux avec le travail psychique créateur, Olanier dans son travail d'historialisation. Enfin, il faut tout le temps qu'on soit en mouvement. Ils font partie, on va dire, de ces sujets qui créent en même temps qu'ils élaborent, le travail de la création. Bon, j'étais évidemment passionnée par tout ce que vous avez dit du trauma qui fige le temps, par le travail de Jean-Marc Godilière, s'appuyant sur Bion, qui décrit, vous savez mieux que moi, deux mémoires, la mémoire qu'on a tous, où on peut oublier, refouler, tout ce que vous voudrez, et heureusement, et puis la mémoire du trauma qui, elle, fige, et on ne peut que répéter, et tout est figé, jusqu'à ce que quelqu'un puisse d'abord accepter la véracité du trauma, il insiste beaucoup là-dessus, et puis remettre en mouvement le processus de pensée, le processus d'élaboration, le processus de symbolisation. Autrement, tout se fige et tout s'arrête dans le temps. Je ne peux qu'être d'accord avec vous par rapport à l'importance des créateurs dans l'univers psychique. Enfin, je suis complètement pour ça. Je pense que le film Mélancolia, c'est Lars von Trier, c'est 15, si je ne me trompe pas, peut-être 14, je sais plus, nous parle bien mieux de la mélancolie que peut-être tous les patients qu'on a pu voir qui étaient mélancoliques. J'ai revu récemment un opéra des premiers, Didon et Aîné, c'est d'après l'Énéide, hein, c'est Virgile, et vraiment, Aîné est vraiment, Didon, pardon, est vraiment, je crois, le prototype même de la mélancolie. Didon est appelé par des forces maléfiques à la quitter, et elle lui dit, mais le seul fait que tu aies pensé une seconde à me quitter fait que je me tue. C'est pas mélancolique, ça a été ma lecture en tout cas. Je sais pas, quand je regarde un tableau que j'adore à l'Accademia à Venise, qui s'appelle La Tempesta, c'est Giorgione, c'est un tableau qui date, et c'est comment mieux définir l'impression d'inquiétante étrangeté. Je ne suis pas la seule, hein. Il y a Audi qui s'est intéressé à ce tableau. Enfin, toutes les œuvres d'art, tous les romans nous permettent de comprendre l'humain. C'est pas Proust avec À la recherche du temps perdu. On a l'impression qu'il a tout compris.
Donc, oui, tout à fait d'accord avec vous. Nous, psychanalystes, si on s'éloigne des créateurs et des artistes, c'est pas bon pour nous. Je voudrais quand même vous poser une question par rapport à cette mémoire figée que décrit Jean-Marc Scoglière dans le trauma, parce que c'est complètement pas du tout ce que dit Freud. Ou pour Freud, le trauma chez Freud n'est possible que dans l'après-coup, que si un nouvel événement vient réveiller le premier trauma, à ce moment-là, ça fera trauma. Comment est-ce que vous comprenez finalement ces deux axes théoriques? Comment est-ce qu'on peut les articuler? Peut-être ne faut-il pas. Hein. On peut avoir plusieurs grilles de lecture et c'est pas toujours bon de vouloir mettre tout dans le même panier et mettre ça à sa sauce. Et moi, ça m'a interrogé en écoutant Jean-Marc Scoglière, parce que je me suis dit, ah, bah, ça, il y a un pan de ma façon de penser le trauma qui s'effondre. Alors, j'aimerais bien, si cela vous convient, peut-être vous nous donniez votre avis là-dessus. Je pense que ce qu'ils ont théorisé particulièrement, c'est la façon dont le trauma ne peut s'élaborer comme trauma que s'il y a une rencontre, que s'il y a un moment ou un autre, un thérapone, comme il disait en s'inspirant des Grecs, quelqu'un à qui ce qui s'exprime à travers la folie du traumatisé, parce que c'est quand même, ça donne lieu à des choses qui s'expriment, qui sont hors du temps. S'il rencontre quelqu'un qui va être son thérapeute, à ce moment-là, il y a des chances pour que le temps soit remis en mouvement. Mais souvent, ce qu'exprime le traumatisé ne trouve pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse en face. Et puis l'autre aspect, c'est que des gens, par exemple, Jean-Max a travaillé beaucoup sur Vonnegut, Kurt Vonnegut, le romancier américain, qui a donc écrit différents textes liés à son expérience de la guerre. Et on voit bien avec lui comme avec d'autres le temps qu'il leur a fallu à eux pour envisager de revenir là-dessus, pour envisager d'aller rencontrer tel qui a dû vivre un peu la même chose. Il y avait des bâtons dans les roues tout le temps, et pour lui-même, vis-à-vis de lui-même, mais aussi des bâtons dans les roues mis par les autres. Mais il a fallu, pour lui, comme pour plein d'autres qui ont eu cette expérience d'essayer d'écrire quelque chose, je pense à Charlotte Bérac, par exemple, qui collectait les rêves, tout le temps qu'il a fallu pour qu'une publication, une première soit possible, puis finalement une publication complète de ses rêves, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un processus qui n'arrive pas au bout pendant très longtemps, et puis finalement, il y a une accroche qui se fait avec quelqu'un qui est là en position de thérapeute, même si on ne lui a pas demandé, hein, mais qui fait que le temps se remet en route. Est-ce qu'on pourrait comprendre que finalement l'après-coup freudien serait simplement ce temps de latence entre le moment où le traumatisé a vécu le trauma et, comme vous dites, où le thérapeute, le destinataire, entend vraiment quelque chose? Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Il y a Marie-Laure qui a l'air de vouloir dire quelque chose. Pardon. Donc je dirais qu'il y a peut-être, j'apporterai une petite nuance à ce qu'elle dit, mais il me semble qu'il y a deux temps. Il y a le temps de l'immédiateté et le temps de l'après-coup. Et c'est ce qui, moi, m'a semblé intéressant, passionnant par rapport à Bion, et ce que vous montrez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le temps de cette rencontre qui est de l'immédiateté et qui va nous amener après dans l'après-coup. Mais il ne faut pas oublier vraiment ce temps de, presque on pourrait dire, de l'auto-engendrement, du moment où ça se... Je ne sais pas si c'est ça ce que vous dites. Que vous appelez le temps de l'attente, enfin le temps d'élaboration. Il y a une jonction. C'est pas ce que disait, hein, c'est leur théorisation, je vais sans doute mal le dire, mais dans l'histoire du temps arrêté du trauma, ce qui va s'exprimer du sujet, on n'a pas à l'entendre sur le mode d'une causalité. C'est ça aussi. Pardon ? D'une vérité. D'une vérité, voilà. Oui. Et de ce que Jean-Max disait, lui, peut-être plus que Françoise, c'est que pour entendre ça, quand on est en position d'analyste par exemple, il faut l'entendre avec son propre trauma à soi, son propre expérience traumatique, son enfant traumatisé qui agit encore dans notre expérience d'analyste.
Et ça l'amenait, par exemple, lui, et c'était très mal perçu par d'autres collègues, j'en ai eu des échos, à, dans certaines circonstances, pas tout le temps bien sûr, à communiquer certains de ses rêves à ses patients, parce qu'il entendait que ces rêves-là, ils étaient pris dans le travail analytique avec ce patient-là. Et pour le travail sur le trauma proprement dit, ça suppose que le trauma parle au trauma. Voilà, comme ça, il le formulait comme ça. Le trauma parle au trauma. Si l'analyste est très défensif, n'a jamais pu vraiment accéder à quelque chose de son trauma, ça risque de ne pas passer, ça risque de faire des analyses qui vont se prolonger d'un analyste à l'autre, toujours à la recherche de celui qui va pouvoir entendre depuis son trauma. Et en ça, il est très proche de Bion. Oui, oui, absolument. Qui était complètement... qui travaillait avec ses propres émotions, sa propre enfance, l'enfant qui était en lui. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est le même cas avec l'hystérie? Parce que le cas d'Emma, par exemple, c'est le trauma hystérique qui donne lieu à un déplacement. L'aparté, c'est pas pour interrompre. Non, dans le cas d'Emma, qui est le cas prototypique d'étude de la latence, avant d'arriver à l'hypothèse d'une agression sexuelle qui a eu lieu à 8 ans, qui était en fait le fondement du trauma d'Emma, il a fallu donc que ça passe par un mensonge. Et puis on traite effectivement de la question du mensonge, de la fiction, de l'illusion. Alors, dans ce que vous évoquez, ce que vous rajoutez à ce que Freud ne traite pas, c'est ce en quoi l'analyste, dans la mesure où il est conscient de son trauma, heureusement, mais ça peut arriver aussi qu'il y a un inanalysé ou un inanalysable, n'arrive pas à parvenir dans l'interprétation et pas dans le propos, la relation de ses propres rêves, à proposer quelque chose qui permette un changement dans le fonctionnement psychique de l'analysant. Moi, c'est cette question-là qui se poserait dans la technique de la cure, par exemple. En quoi, si vous voulez, le dépôt que nous avons tous en tant qu'analystes doit être transmis sous un mode ou au contraire doit servir de base à l'interprétation et à la collaboration. Voilà. C'est dans la réceptivité, c'est-à-dire que nous avons, bien malgré nous, souvent des attitudes défensives qui nous empêchent d'entendre. Et dans la théorisation de Goudillard et François Zawan, ils disent qu'il ne s'agit pas dans le traumatisme d'inconscient refoulé. Le refoulement n'a pas été possible. Et donc eux proposent l'inconscient retranché. Alors bon, moi je ne suis pas spécialiste pour vous dire théoriquement la différence de l'un à l'autre, mais je pense que ce n'est pas la même chose, en effet. Et allez-y, oui, si vous voulez. Oui, je voulais dire qu'il semble, excusez-moi, Annie Franck. Il me semble que la différence entre le souvenir refoulé, enfin possiblement refoulé, et puis le trauma, et le maintien du trauma comme impossible à refouler, il se joue dans le fait qu'il y a une représentation possible pour toutes sortes d'expériences, mais que le trauma, lui, ne peut pas être représenté, et qu'il reste au niveau des sensations mêmes et du vécu corporel et de l'effraction justement du travail de représentation. Alors, je ne sais pas si Il s'agit de remettre en route la symbolisation aussi. Oui, Oui. oui, enfin, ça se fait pas. Non. Ça se fait pas comme ça. Non. Je sais pas si... Et donc c'est dans un écho, comment dire, de vécu effectivement. Enfin, là, je suis en train de penser au livre de. Excusez-moi. Je suis en train de penser au livre de Guylaine Dunant sur Charlotte Delbo, qui est paru il n'y a pas très longtemps.
et d'un très intéressant article qui est paru dans la Gazette littéraire dans un dossier sur le trauma là, tout récent, sur justement ce livre et la façon dont Guylaine Dunant met en évidence les types de mémoire de Charlotte Delbo. Charlotte Delbo dit la mémoire des camps, la mémoire de ma déportation ne s'efface pas et je vis toujours avec. Elle a écrit ça, elle a écrit tout ça en fait juste après. Elle est une des exceptions à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que pour la plupart des personnes concernées par cette expérience-là, il a fallu au moins 20 ans, voire 25, parfois 30 ans, pour pouvoir écrire, pour pouvoir en parler. Mais elle a écrit ces textes aucun de nous n'en reviendra. Quoi d'autre tu mets Bon, peu importe. Bon, enfin, plusieurs textes qu'elle a écrits, mais vraiment tout de suite après. Et alors, elle rapporte effectivement, se dégage de ces textes, cette expérience-là, qui est une expérience qu'elle décrit comme vraiment avec sensoriel, hein, c'est les odeurs, c'est le toucher, c'est le froid, c'est etc. Enfin, ces expériences-là qui sont présentes dans son texte. Et puis ensuite, il y a son autre mémoire, la mémoire, je ne sais pas comment dire, refoulable, hein, qui est effectivement une expérience une mémoire qui s'appuie sur des expériences qui sont représentables. Voilà. Je crois que je n'ai fait que répéter ce que je... Robert Antal m'a écrit rapidement après, quand il écrit l'espèce humaine, mais c'était pas un camp c'était un camp de travail, c'était pas un camp de déportation. Puis il était journaliste, habitué peut-être à manipuler. C'est très peu, hein. Si on regarde, Sans Prince a été 25 ans après, il y a plein de gens qui ont écrit 25 ans après, ça je crois que c'est des... Parce que justement, il n'y a pas de... Le choc est là et il n'y a aucun travail psychique. Il y a une sidération. Oui. Je voulais apporter une variante à ce temps qui n'est pas celui de la causalité. C'est ce qui se passe par exemple chez les enfants de survivants. Souvent les survivants ne disent rien. Mais ils ont des gestes, ils ont des façons de marcher, de travailler, de parler. Et ce qui se produit, c'est que souvent les enfants, quand ils grandissent, hein, au détour d'événements politiques qu'ils vivent hic et nunc, à ce moment-là retrouvent en eux ce que les parents ne pouvaient pas dire. Et donc ils le sentent avec des souvenirs justement corporels. Et donc ça se fait, de toute façon l'écriture se fait en deux temps, mais ça peut être d'une génération à l'autre. Peut-être vous étiez en train de nous dire pendant que Janine parlait, donc peut-être vous vouliez nous dire tout. Ah non, vous, monsieur, peut-être. Oui, je disais 2 mots de Charlotte Delbo, que nous on a connue dans notre fédération de la déportation, la mémoire de la déportation, où elle expliquait bien autour de quoi elle avait organisé sa vie, quelle était son expérience vécue, et cet autre discours qui était le sien à la fédération pour la mémoire de la déportation, où là les témoins ont un discours commun, mais qui est souvent en rupture avec ce qu'ils ont pu vivre. Parce que ce discours change d'une année sur l'autre en fonction de l'écoute, qui est celle dont ils sont récepteurs, mais également par ce fait qu'en rentrant déportés dans l'Hexagone,
ils ont rencontré les libérés de l'occupation. Et entre les deux, ça ne marchait pas du tout, d'où leur silence prolongé. J'ajoute à cela les indemnisations qui leur ont été données, qui étaient véritablement les assignées au silence. Il y a tout un aspect que Delbo explique entre nous, comme ça, qui est important, qui a joué dans le discours qui a été tenu sur la déportation, puisqu'encore même aujourd'hui, avec les attentats terroristes, on ne questionne pas les principaux intéressés, qui sont effectivement les déportés. Là, il y a une expérience considérable qui est totalement négligée. Voilà. Moi, ça m'évoque, si je peux rebondir, la guerre d'Algérie et le film de Tavernier, La guerre sans nom, Oui. où donc il interviewe des soldats. Et vous savez aussi que les déportés des camps de concentration étaient les impétrants pour la guerre d'Indochine et pour la guerre d'Algérie, puisqu'ils étaient insupportables, si j'ose dire, on les a invités à reprendre des armes ailleurs. Il y a tout un aspect que les militaires cachent. Oui. Dans le film de Tavernier, on en pense pas un peu, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est la fac qui est là. Tous ces hommes finissent par pleurer devant la caméra. Ça, c'est quand même... Il y a un médecin, il y a un prêtre, il y a des tas de gens d'univers différents, d'opinions, de politiques tout à fait différents, mais la fac est toujours là. Et entre le... Oui, c'est intact. Il est intact. Entre le moment où Tavernier des films et le moment qu'ils ont vécu comme ce soldat en Algérie, il y a, je ne sais pas quand date le Tavernier, j'ai oublié, mais il y a du temps. Enfin, Tavernier ne l'a pas fait en 62 ou en 63. Le film la date est relativement récente. Et justement, Bion, dans un de ses textes, je ne sais plus lequel, se moque de son premier analyste, qu'il l'appelle d'un surnom « Ressentez-le dans le passé ». Comme si il fallait intellectuellement se mettre dans le passé pour dire « oui, à l'époque, j'ai senti ça comme ça ». Alors qu'effectivement, dans l'histoire du trauma, quand quelque chose revient, c'est au présent de l'émotion, elle est là, telle qu'elle, voilà. C'est un temps, on pourrait dire je ne trouve pas le mot, enfin, les temps se superposent, ça se vit dans le présent, et même sans... Il y a un télescopage, voilà, du temps qui fait que c'est le présent qui est là, tout d'un coup, et il n'a pas cherché à se représenter ce qu'il vivait dans le passé à ce moment-là, c'est venu faire l'irruption. Et donc je pense que c'est pas, effectivement, le rapport aux représentations, je pense que vous l'expliquez très bien, avec le trauma dont il est question là, on est dans l'irreprésentable, mais je ne suis pas sûre que ce soit seulement, le processus soit seulement celui de reconstruire une représentation. Je crois que c'est plutôt faire revenir déjà ses sensations, que l'analyste soit lui-même réceptif à cet aspect-là des choses pour pouvoir le réintroduire, et ensuite le temps se remet en mouvement. Disait Bion aussi, l'important c'est d'être mentalement vivant. Et ça, je trouve que c'est un truc à se rappeler tout le temps dans nos positions d'analyste, que ce soit en séance ou en dehors. J'ai été frappée quand vous faisiez le parallèle entre Bion et l'algorithme, puisque c'est le thème de la journée. Quand le premier exposé, absolument remarquable, le premier exposé que j'ai trouvé remarquable de M. Lavallée, professeur Lavallée, c'est que ça évoque tout à fait la grille de Bion, de sa tentative, avec verticale, horizontale, c'est pas très étonnant. Et cette grille, c'est assez significatif parce que on peut se trouver devant, si on n'est pas très scientifique, un peu inhibé devant tous ces chiffres, ces colonnes. Et puis en fait, lui, il a élaboré ça non pas pour qu'on applique ça à la lettre, mais comme un outil à faire circuler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut le penser, l'utiliser éventuellement, mais en transformant, chacun avec sa propre façon de faire. Et quand il a vu petit à petit comment c'était utilisé autour de lui, il s'est moqué complètement de cette affaire-là, de la façon dont on utilisait cette grille, et il a finalement déclaré que les théories, elles servent surtout à ceux qui les élaborent, plutôt qu'aux autres. C'est vrai. Bien, on va s'arrêter là. Un grand merci. Vous avez activé notre capacité de rêverie. C'était vraiment le but, je crois, de votre exposé.